Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons patrimoine. Bonsoir Marie-Caroline, Marika de votre nom de guerre, il ne change pas, celui-là il reste toujours le même. Alors Oui, c'est ça. cette fois, on a décidé de prendre un sujet, de changer totalement. La dernière fois, c'était l'argent et l'émotion. Donc on était parti pour parler des heures et des heures dans nos petites 15 minutes qui nous sont imparties. Là, on a un sujet un peu plus technique, un peu moins émotionnel, si je peux dire, la bonne et mauvaise dette, comment s'en sortir. On dirait presque un programme de régime, le bon gras, le mauvais gras. Et comment est-ce qu'on fait pour garder le bon gras et éliminer le mauvais gras. Alors allons-y. Qu'est-ce que c'est une dette? Qu'est-ce que c'est une bonne dette? Alors, la bonne dette, du coup, c'est quelque chose qui soutient un actif. Donc, c'est quelque chose qui peut s'apprécier. Donc, c'est vraiment comme un investissement. L'exemple le plus commun qui vient en tête, c'est du coup l'immobilier. Ou parce qu'en général, les produits financiers en sont exclus. On ne peut pas prendre de dette pour investir avec des actions, par exemple. On a beaucoup Ceci d'offres dit, de dettes pour acheter des SCPI. exactement, SCPI, c'est le seul produit financier qui fonctionne. Donc, donc là, quand on parle d'investissement et de long terme, etc., on parle entre possiblement 10, 25 ans. Et les taux, alors même s'ils ont augmenté, mais ça va être des taux entre, on va dire, pour les plus faibles à 1% et pour le plus, on va dire 4%. Euh, alors que la mauvaise dette, c'est vraiment quelque chose qui finance en fait son mode de vie. Parce que, et il y a plein de raisons à ça. C'est soit parce qu'on n'a pas prévu, parce qu'on n'a pas anticipé, parce qu'on ne gagne pas assez, ou juste parce qu'on n'a pas un mode de vie qui est adéquat avec notre situation. Et donc, clairement, on vit au-dessus de ses moyens. Donc, il y a deux courants, entre guillemets, qui nous incite, entre guillemets, à dépenser. Donc, c'est le YOLO et le FOMO. Donc, YOLO, c'est You Only Live Once. Donc, c'est vraiment, j'ai qu'une vie, bah, du coup, pourquoi penser au futur? Moi, j'ai envie de profiter maintenant. Et le FOMO, qui est le Fear of Missing Out, ou le fait de pas vouloir rater quelque chose. Donc, par exemple, si on sait qu'on est un peu short ou on n'a pas des masses d'argent en ce mois-ci, bah, du coup, on va quand même dire oui à une sollicitation. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas envie de le rater. Donc, comment on arrive ou comment on va financer du coup son mode de vie si on n'a pas assez de ressources? Du coup, on va souvent prendre des cartes de crédit et c'est là, en fait, avoir une carte de crédit en soi, il n'y a pas de souci, mais c'est si on ne repaye pas à la fin du mois, du coup, c'est une dette de court terme qui coûte absolument une fortune. On parle de 20 à 30% d'intérêt. Donc, si je remets un peu en perspective, il y a quand même 46% des Français qui ont été à découvert au moins une fois en 2021 et il y a 19%, donc c'est une personne sur cinq, qui l'est tous les mois. Donc, en fait, si c'est constant, le fait d'être tout le temps à découvert, c'est là où ça fait un espèce d'effet boule de neige, puisque bah, on n'arrive pas à rembourser, du coup, on doit en prendre plus, mais les intérêts, ça nous coûte cher, et donc ça grossit, etc. Donc, pour éviter les cartes de crédit avec ces taux hallucinants, ou pour éviter les agios bancaires, parce qu'on a le droit quand même d'être quelquefois un peu à découvert, depuis quelques années, 2, 3 ans, il y a une émergence de ce qu'on appelle les BNPL. Donc, c'est Buy Now, Pay Later. Et en fait, c'est des institutions qui permettent en quelques minutes, c'est hyper simple le concept, d'avoir un prêt d'un montant qui est assez faible. Donc, en général, on parle de maximum 100 euros. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir un peu équilibrer. Le problème, comme à chaque fois, c'est si c'est une fois, ça va. Le problème, c'est si on n'arrive pas à rembourser, du coup, le coût, c'est hallucinant. Donc, moralité de l'histoire, il faut vraiment regarder ses comptes. Et si on est dans le négatif, ben, du coup, de façon récurrente, parce que, comme j'ai dit, ça arrive souvent au final, il faut agir. Et donc, quand on a cette situation où on a des dettes qui sont du coup pas des bonnes dettes, qui sont à court terme et qui sont chères, il y a plusieurs possibilités. Donc déjà, c'est changer son état d'esprit. Pourquoi? Parce on voit sûrement, quand on est dans cette situation, l'argent comme un peu une contrainte, une restriction, alors qu'il peut aussi être tout ce qui est liberté et temps. Et il y a un besoin d'être inspiré. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression en fait qu'on a des dettes, etc. On se sent un peu seul.
Alors qu'en fait, il y a plein de gens qui sont dans cette situation, il y a plein de gens qui ont réussi à s'en sortir et donc qui ont le même parcours et qui le partagent. Donc d'un coup, bah, hop, on a envie puisque on voit que c'est possible de faire. Et donc, quelles actions on peut vraiment prendre? Il y en a 4. La première, c'est réfléchir au pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de repayer? Puisque ça, bah, ça vous donnera la motivation. Et puis, s'il y a quelque chose d'autre, en fait, ce sera tellement puissant que vous arriverez à votre but. La deuxième chose, c'est d'être plus alerte. Donc, en regardant ses comptes, en faisant des petits bilans un peu mensuels. Et donc, ça veut dire quelquefois devoir dire non à des sollicitations parce qu'on n'a pas le budget pour. Euh, Troisièmement, si on n'a pas envie de cette contrainte, de dire non, de réduire ses dépenses, etc., bah, du coup, il va falloir gagner plus. Donc, changer de job ou prendre un petit job sur le côté, histoire d'avoir un peu plus. Et la quatrième chose, c'est de faire un plan de remboursement. Et donc, le plan de remboursement, il doit être le plus, comment dire, le plus réaliste possible, puisque le but, c'est qu'on y arrive. Donc, il ne faut pas se donner un objectif trop poussé. Et il faut entourer la date à laquelle on pense pouvoir ne plus avoir cette dette court terme et qui coûte cher. Donc, de savoir la date, pardon, ça va nous permettre, encore une fois, d'être motivé, de regarder ses progrès et puis du coup d'avoir un objectif clair et non plus juste des... Alors là, on a un petit souci. Je ne sais pas si on vous a perdu. Ah, ça y est, on vous retrouve. On a Ouais, eu une petite rupture d'Internet. Voilà. Alors, avec la magie d'Internet, c'est toujours bien. On ne sait jamais de qui ça vient vraiment. Et de toute façon, même si on le trouve, celui de qui ça vient vraiment, il va dire, ah ben non, pas du tout. Nous, on a vérifié. Tout était bon de notre côté. Alors, OK. Bonne dette, mauvaise dette. Donc, vous avez fait deux séparations. D'abord, la dette qui porte sur un actif. Donc, en fin de compte, une dette qui porte sur un actif, c'est juste un transfert d'une poche à une autre poche avec un coût qui est le coût de la dette dont on va bénéficier pour avoir un paiement fractionné. Donc ça, c'est assez compréhensible. Donc là-dessus, quand même, pour être clair, la boulimie d'actifs entraîne une augmentation des dettes et peut entraîner une incapacité à, euh, à payer ses dettes ou des problèmes sur la portabilité de la dette. Là, maintenant que les taux augmentent, on va voir des faillites en chaîne, des successions de temps qui vont être directement liées non pas à la qualité des actifs acquis ou à la qualité des actifs portés, mais entre guillemets à la soutenabilité ou à l'insoutenabilité de la dette par rapport à l'actif. Donc ça, c'était la petite différence que je veux faire. Et après, il y et a un... je vais rajouter un point parce que c'est hyper intéressant. Donc, clairement, c'est pas que l'actif, c'est exactement est-ce qu'on peut réussir à le financer. J'ai appris il y a quelques jours en rencontrant quelqu'un qui est sur une fintech que en général, il y a 80% des gens qui ne remortgagent pas leur crédit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand ils ont pris un crédit à un moment T, ils vont jamais essayer de le renégocier. Donc, OK, en France, on parle de taux longs à long terme, donc ce sera des taux sur 20 ans, etc. Mais n'empêche, quelquefois, ça vaut le coup de renégocier. Pourquoi? Parce que les taux sont plus bas. Mais dans les pays anglo-saxons, et c'est là où c'est dingue, c'est que les emprunts, ça va être sur 2, 3 ou 5 ans. Et même une fois que le taux fixe donc, disparaît, et du coup, on passe en variable, en général, c'est des taux variables qui ne sont pas du tout intéressants. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, à cause de la paperasse possiblement, à cause d'une méconnaissance, du coup, il y a 80% des gens qui ne changent pas leur crédit, qui ne changent pas d'institution financière. Alors moi, je sais pourquoi. Je vais vous le dire. C'est que c'est une chose à laquelle on est confronté dans la finance patrimoniale. Donc la finance patrimoniale, c'est la finance qui va être en contact direct avec le particulier. Il y a une inertie. Voilà, il y a une inertie qui est liée à l'argent, qui est probablement liée à l'émission d'il y a 15 jours sur le côté émotion, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont peut-être un petit peu douloureuses, un peu compliquées, sur lesquelles on ne veut pas réinitier. Et quelquefois, on trouve que
il y a un dicton qui dit qu'un mauvais accord est mieux qu'un bon procès. Et donc, un mauvais équilibre est, pour certaines personnes, mieux qu'une renégociation. Mais on voit la même chose avec des fonds, hein. C'est-à-dire des fonds qui se proposent. Des fois, ils ont des années catastrophiques. Donc, l'année catastrophique va entraîner une chute extrêmement rapide des souscriptions. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le niveau des souscriptions va s'effondrer. Par contre, les stocks, ils vont, les stocks vont rester assez stables parce qu'il faut bouger, il faut faire. Voilà. Alors, la génération du zapping, de la télécommande, de l'immédiat, elle n'est pas encore arrivée dans la finance Mm. patrimoniale. Et les gens ne bougent pas aussi facilement. Et comme la conformité augmente tellement, c'est devenu tellement compliqué d'ouvrir un compte en banque. Mais c'est vraiment quelque chose de compliqué. Il faut savoir qu'ouvrir un compte en banque il y a 40 ans, c'était 5 minutes dans une banque avec une carte d'identité et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Et je pense même que la carte d'identité n'était pas systématiquement obligatoire, que quand on ouvrait des comptes pour des enfants, des choses comme ça, le livret de famille suffisait ou des choses comme ça. Donc il y a cette inertie dans la finance patrimoniale. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Comme c'est des sujets qui sont risqués aussi, parce que partir d'un endroit mauvais pour aller dans un endroit meilleur, on n'est pas sûr que l'endroit où on arrive, il sera vraiment meilleur. Alors Mm. là, l'horloge tourne et il y a un sujet que je voudrais aborder quand même. C'est-à-dire qu'il y a une dette dont vous n'avez pas parlé, ou moi je pense que c'est une excellente dette, c'est même la meilleure des dettes qu'on puisse avoir. C'est la dette d'investissement, mais pas obligatoirement sur un actif matériel. C'est-à-dire qu'on investit on peut investir sur la santé, on peut investir donc la santé du foyer, de son propre foyer. On investit aussi souvent sur les études des enfants. Pour certaines familles, c'est d'énormes sacrifices, d'énormes sacrifices. Alors, nous, en France, on a peu cette habitude, même si malheureusement, on y arrive petit à petit. Mais quand vous discutez avec des anglo-saxons, voilà, avoir payé des études à 150 000 euros par enfant pour deux enfants, je ne veux pas dire que c'est quotidien et que c'est tous les jours, mais ce n'est pas exceptionnel, quoi. Et ils vous racontent que l'enfant a fait un prêt, qu'eux ont fait un prêt aussi, que des fois même les grands-parents ont filé un coup de main et ont lâché un billet. Et en fin de compte, c'est un investissement familial pour donner de la compétence, pour donner de la capacité à un membre de la famille qui lui-même sera en capacité donc à rembourser partiellement ou à avoir une meilleure vie. Donc là, moi, je trouve que c'est de la très, très bonne dette, même si des fois, ça peut mal se passer, quoi. Je veux dire, la famille peut avoir du mal à rembourser, l'enfant peut être moins successful qu'on l'attendait dans dans ses études. Et donc, on peut avoir des gros soucis là-dessus. Allez, vous avez 2 minutes pour conclure ou pour parler de votre vision de ce type de dette. Et ensuite, on fera une petite conclusion générale. Non, je suis complètement convaincue que l'investissement dans l'éducation, c'est fantastique. Encore une fois, on a tous des grandes espérances pour ces enfants. Peut-être que ça se sera moins bien, mais en tout cas, voilà, on a donné la possibilité. Et je finirai juste par des statistiques, parce que récemment, j'ai lu The Simple Path to Wealth de J.L. Collins. Et il donnait des statistiques justement sur le marché américain, sur la dette. Donc, c'est à l'époque, donc c'est il y a quelques années, puisque c'est au moment où il écrivait son livre. Mais du coup, sur 12 trillions de dollars de dette aux États-Unis, il y en avait 8 qui étaient pour des maisons, donc pour de l'immobilier, 3 qui étaient pour les crédits de cartes, les cartes de crédit, et un qui était pour les prêts étudiants. Donc, effectivement, les prêts étudiants, c'est quand même un dixième globalement du montant de la dette. Donc, c'est énorme. Voilà, régulièrement, il y a même des sujets qui viennent comme quoi ça pourrait faire bouger l'économie avec un mouvement massif d'absence de remboursement. Mais bon, j'y crois pas, mais ça, c'est un autre sujet. Et bien voilà, donc cette fois-ci, on termine dans les temps, dans le bon temps, on termine pile à l'heure.
Eh ben, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre sujet et on va continuer tous ensemble sur nos débats. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Alors, cette fois-ci, mon édito, la récession s'efface devant la dette et après. Je vais vous lire quelques lignes tirées d'un article du journal Les Échos et je voudrais que nous débattions ensuite dessus. Entre 1870 et 1945, l'économie américaine a été en récession 40% du temps, puis seulement de 20% entre 1945 et 1980, et enfin seulement 2 fois sur 30 années depuis cette date, en 2009 et en 2020. La dernière récession, celle due au Covid, a été profonde, moins 3,9%, ce qui est énorme aux États-Unis, et moins 6,3% dans l'Union européenne, mais elle a été effacée dès l'année suivante outre-Atlantique et en 2022, donc l'année 2 ans après, en Europe. Pourquoi? Parce que les États n'hésitent plus à mettre le paquet. Les sommes mobilisées contre la chute de la croissance dans l'ensemble des pays développés ont représenté 1% du PIB dans les années 80, 3% en 2001, 12% en 2008 et 35% en 2020, selon les chiffres que nous avons. Cela génère des interrogations, et notamment deux sur lesquelles j'ai vraiment, vraiment envie qu'on débatte ensemble. La première conséquence de ces interventions salvatrices est la fantastique création de la dette. Et là, j'aimerais bien qu'on essaie de voir qu'est-ce qui va nous arriver, si tant est qu'il va nous arriver quelque chose. Et la deuxième, c'est la croyance ou la conviction de plus en plus de gens que l'État a la capacité de tout faire et a la capacité de tout payer, et c'est qu'une question de choix politique. Et en fin de compte, comme on vous annonce 1 milliard par-ci, 5 milliards par-là, 10 milliards par-là, 20 milliards par-là, on a maintenant, donc directement de cette seconde, enfin en tout cas c'est ce que je pense et c'est ce qu'on verra ensemble si vous partagez cet avis, pourquoi est-ce que tout le monde est dans la rue pour dire qu'ils ne veulent pas de ce projet de retraite et qu'il n'y a qu'à mettre l'argent qu'il faut sans que les gens aient à travailler plus? Parce qu'en fin de compte, tout le monde est persuadé que l'État a juste à déclencher un outil, engager 20, 30 ou 40 milliards, comme il le fait d'ailleurs depuis très longtemps, puisque les retraites ne sont pas à l'équilibre. Et puis c'est tout, ça continuera. Et aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste une question de choix politique. Et quand vous avez la NUP qui vous dit la retraite à 60 ans et 1800 ou 1600 balles minimum, bah, les autres, ils disent, bah, de toute façon, il n'y a qu'à lâcher des sous. Et la preuve en est, puisque quand vous discutez avec des gens, ils vont vous dire, la vraie preuve, c'est que quand il y a eu le Covid et qu'il a fallu trouver l'argent, on l'a trouvé. Mais avant ça, en 2008, quand il y a eu la crise financière et qu'il a fallu sauver les banques, on a trouvé l'argent. Et que, voilà, donc, presque envie de vous dire, bah, les banques centrales, les gouvernements n'ont qu'à faire leur boulot, mais l'argent, ce n'est pas un problème. Alors, on va balayer, on va voir ce que vous en pensez. Donc, où est-ce que cette fantastique création des dettes va nous amener ou risque de nous amener? Allez, David, comme toujours, c'est vous qui commencez. Très bien, bonjour Bernard. Excellente question. Vous le disiez vous-même, on va voir ce qui va nous arriver si tant est qu'il nous arrive quelque chose. Et bien entendu, quand on parle de dette phénoménale, on ne peut que se tourner vers un pays qui vit très très bien avec énormément de dettes, c'est le Japon, avec une structure qui est très particulière au Japon, c'est-à-dire que la détention de la dette est essentiellement une détention domestique. Voilà, il n'y a pas d'investisseurs étrangers. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs étrangers qui détiennent de la dette japonaise. Donc, finalement, les domestiques, ils tiennent leur dette et cette dette, elle augmente régulièrement. Et finalement, c'est un souci pour personne. Ils vivent plutôt très bien avec. Alors, nous, si on se projette de notre côté, il y a deux sujets. Parce qu'en Europe, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, la dette, elle n'est pas détenue par les domestiques. Vous avez des détenteurs de dette qui sont un peu partout dans le monde. Il ne faut pas oublier, je pense que les Chinois sont très bien placés en tant que porteurs de dette américaine. Et on a également, nous, en Europe, beaucoup de porteurs de dette qui ne sont pas européens. En revanche, donc on a deux sujets. Un, c'est un sujet de crédibilité. C'est-à-dire à quel moment on se dit que cette dette ne peut pas être remboursée. Donc pour le moment,
On n'est pas encore sur ces sujets-là parce que les États, justement, ont une certaine crédibilité. Je pense que cette crédibilité, c'est justement ce qui est en train d'être défendu lorsqu'on essaye de mettre une réforme. C'est qu'effectivement, si on commence à signer à chaque fois des chèques dans tous les sens, au bout d'un moment, ceux qui portent la dette vont se dire, bon, est-ce qu'on va vraiment être remboursé un jour? C'est pas évident. Donc, en fait, il y a un équilibre subtil à trouver entre arriver à se financer tout en laissant croire et en permettant aux investisseurs d'avoir confiance dans le fait qu'ils seront remboursés un jour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le côté dette nominale par rapport à dette réelle. Donc, j'entends par là la différence entre les deux, c'est l'impact de l'inflation. Et on peut avoir une dette qui augmente en euros, et puis en fait, avec le fait de l'inflation, finalement, cette dette, elle devient de plus en plus acceptable, gérable, etc. Donc ça, c'est les deux pistes que l'on a c'est les deux chemins que l'on a devant nous. Est-ce qu'on va rentrer dans un monde où finalement on aura de la dette, mais avec finalement une inflation qui va peut-être se stabiliser, non pas autour de 2, mais autour de 4 ou 5%? Est-ce que finalement, ce n'est pas un moyen de rembourser sa dette avec finalement de l'argent qui, en valeur réelle, vaut moins cher? Ça veut dire que quelque part, on ne rembourse pas toute cette dette. On ne la rembourse pas à sa valeur en pouvoir d'achat. Mais en nominal, elle sera remboursée. Alors, je vais quand même revenir à la question originale. Donc là, on a eu une belle explication technique, donc c'était bien dense. Ça va aider les autres qui vont parler derrière vous à avoir des avis bien tranchés maintenant que ça a été bien expliqué. Ma question, c'est que va-t-il nous arriver? On va où avec cette dette? On va où avec cette dette? Est-ce qu'on va, alors allez, on va parler cru, est-ce qu'on va dans le mur et à un moment, on va vraiment avoir une crise, mais qui sera beaucoup plus forte, beaucoup plus longue, un peu à l'image des crises anciennes, douloureuses, où il va falloir vraiment réduire les trains de vie et tout réduire pour arriver à assainir? Ou alors, non, pas du tout, on change d'état, on change de manière de concevoir les choses. De toute façon, si on revient 50 ans en arrière, en fin de compte, on ne faisait pas de dette puisqu'on émettait de la monnaie. Et en émettant de la monnaie, c'était les monnaies qui, entre elles, s'équilibraient. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, allez, on va dire qu'à peu près dans les années 50, on devait avoir, dans les années 60, on devait avoir quelque chose comme un franc, un mark, un franc suisse. Et petit à petit, il y a eu une longue dérive parce que la France créait plus de monnaie, donc avait une dérive budgétaire plus forte que ses voisins suisses et allemands. Et donc, la richesse des uns augmentait, la valeur de la monnaie des autres augmentait. Et donc, on aurait continué dans ce système. Il y aurait eu probablement la continuité des dévaluations, mais il n'y aurait jamais eu de dette, puisqu'on était dans un monde, en fin de compte, sans dette. L'État n'avait pas de dette puisqu'il créait la monnaie. On a décidé que maintenant, que les États auraient des dettes. Il peut y avoir une décision politique, en tout cas, c'est possible, puisqu'on a fait le chemin dans un sens. Il peut y avoir une décision politique qui neutralise ces dettes. Et c'est ça ma vraie question. On va vers quelque chose de douloureux et de compliqué, ou on va vers quelque chose de politique et de technique? Allez, en 10 secondes et on passe la parole aux autres. Pour ma part, on va vers quelque chose de politique et technique. Voilà, ça c'est la réponse claire. Pourquoi? En deux mots, hein, parce qu'effectivement, in fine, le problème de la dette, c'est un problème qui est extrêmement bien partagé dans le monde. Mis à part la Chine qui est un peu à part, mais des excès de dette, des bilans de banques centrales qui sont extrêmement élevés, c'est partout dans le monde. Et on sait que, in fine, la dette, elle est chez qui? Elle est chez les banques centrales. Donc, si jamais on ne la rembourse pas, finalement, c'est la banque centrale. Donc, in fine, c'est la devise qui va s'ajuster. Effectivement, vous le disiez très bien, Bernard, dans les années 80, on avait une dévaluation par an. Effectivement, on n'a plus de dévaluation. Mais si jamais un jour on devait avoir un souci sur la dette, la douleur, entre guillemets, elle se passerait par l'ajustement de la devise. Allez, on a Bruno Bernstein qui nous a rejoint de Finaltiste. C'est notre invité du jour. Bruno, il faut que vous mettiez votre micro. Alors, si vous n'avez pas trop l'habitude de Zoom, voilà, parfait. C'est parfait. Alors, je reviens à la première question. Vous enchaînez derrière David. Que va-t-il nous arriver avec cette dette? Donc, avec vous, je vais commencer par la question. Est-ce qu'on va vers quelque chose de profond et de douloureux?
ou quelque chose de politique et de technique? Répondez d'abord à la question et ensuite développez, expliquez-nous pourquoi vous pensez ça. Ma réponse, ça sera qu'on va vers du politique et du technique, et à plus long terme, on va peut-être vers du profond et du douloureux. En fait, on n'en sait rien, puisque si on regarde les chiffres du Japon, la taille de la dette a dépassé celle de l'économie il y a 20 ans. Donc, nous, on n'est pas des économistes, hein, on est juste des gérants. Donc, en fait, quand on voit un problème qui pourrait ne se matérialiser que dans 20 ans, j'ai envie de vous dire, ça va pas influer au jour le jour sur nos décisions d'investissement. Maintenant, il est clair qu'à très long terme, on peut se poser des questions quand on voit un pays comme le Japon qui, sur certaines souches émises par le gouvernement japonais, c'est la banque centrale qui détient 100% de l'émission. Donc, on est sur le marché obligataire le plus important au monde, et pourtant, il y a des jours au Japon où il n'y a quasiment pas de transactions sur le marché obligataire. Donc, est-ce qu'on va aller dans ce sens-là aux États-Unis? On y va, hein. Nous, notre thèse, c'est que la nipponisation du monde est en route, tout simplement parce qu'on a des tendances démographiques qui deviennent de plus en plus japonaises au fur et à mesure que le temps passe. Moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a une vraie différence entre l'Europe et les États-Unis, là, pour le coup, puisque les États-Unis s'endettent dans une monnaie qui est la leur. Nous, Français, on s'endette dans une monnaie dont on n'a pas le contrôle. Si on voulait pousser le trait, dans une monnaie étrangère, hein, qui est l'euro, voilà, où il faut en tout cas s'entendre avec un certain nombre de pays. À partir du moment où vous endettez dans votre propre monnaie, comme le disait David, au Japon, ils sont assez tranquilles, hein, puisque en fait, ils maîtrisent la banque centrale, l'émission de papier-monnaie. Je dirais, c'est un peu comme aux États-Unis, hein, le trésor japonais a un peu fusionné avec la banque centrale. En Europe, on n'a pas cette latitude-là, hein. Donc, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Aux États-Unis, par exemple, on parle d'une hypothèse que vous avez peut-être lu dans la presse, que le Trésor américain pourrait fabriquer une pièce de 1 trilliard qui serait rachetée immédiatement par la Fed, ce qui fournirait des liquidités immédiates. Je ne pense pas que si dans l'esprit de M. Le Maire, cette idée viendrait à poindre, je pense qu'il aurait un peu de mal à convertir les Allemands à l'idée que le Trésor français pourrait fabriquer une pièce qui vaut 1 trilliard d'euros, par exemple. Voilà, donc nous, on est assez serein sur les États-Unis, peut-être un peu plus inquiet sur l'Europe, où bien entendu, il va absolument falloir s'entendre. Les niveaux de dette en Europe, vous savez qu'ils sont très hétérogènes, hein, puisque l'Allemagne, on est à 76% dette sur PIB, la Grèce 225, l'Italie 170. Bon, après, il y a l'histoire des excédents primaires. La Russie, c'est pas l'Europe, hein, à 19%. Donc voilà, on est dans un monde très endetté, mais endetté de manière différente. Et la difficulté en Europe, on va dire, c'est que, et c'est là où votre point sur la politique est bien sûr est le sujet, il va falloir politiquement s'entendre pour régler, en tout cas gagner du temps face à ces problèmes de dette. Alors, je vais vous interrompre. Bon, donc, la position de David, c'est une solution technique et politique. Vous, c'est une solution technique et politique dans un premier temps, mais quand même quelque chose de douloureux à plus ou moins long terme. On va revenir sur Marika. Donc, Marika, vous avez été dans votre vie d'avant gérante obligataire, donc bien concernée par ces phénomènes de dette. Et en plus, votre intervention d'aujourd'hui, c'était sur la dette. Bon, pas le même niveau de dette, mais c'était sur la dette. Donc, on est plein là-dessus. Alors, vous en pensez quoi? Donc, répondez à la question, quelque chose de technique et de politique ou quelque chose de douloureux, ou les deux, comme disait Bruno, et comment vous voyez ça. Et après, expliquez-nous pourquoi vous pensez ça. Je suis d'accord, enfin, avec les deux. On va dire au début, politique et technique, clairement, mais possiblement qu'à un moment, ça explose et du coup, là, ça devienne très douloureux. Donc, enfin, complètement d'accord avec tout ce qui a été exposé. Et puis, il y a eu pas mal de chiffres et de complètement d'accord.
tous les pays en ce moment sont endettés à des différents niveaux, mais n'empêche qu'ils sont tous endettés, que la trend, c'est à plus d'endettement. Je repointerai deux choses. Premièrement, que les banques centrales, récemment, c'est elles qui ont été vraiment les premiers investisseurs dans la dette et qu'elles vont tendre à sortir de cette dette. Et donc, du coup, ça veut dire que d'autres acteurs vont devoir acheter la dette. Qui va l'acheter? Du coup, des investisseurs possiblement étrangers. Et donc, du coup, Je vais vous interrompre là. Pourquoi est-ce que les banques centrales doivent sortir de la dette? Pour réduire leur bilan. Pourquoi est-ce qu'elles doivent réduire leur bilan? Ah oui, donc ça. Non, mais est-ce que c'est une décision? Est-ce que vous dites elles doivent réduire leur bilan parce que c'est le bon sens et c'est comme ça qu'on gère une banque centrale, donc il va falloir qu'elle le fasse? Ou est-ce que vous nous dites ça parce que c'est des engagements politiques au niveau international et l'ensemble des banques centrales vont devoir, par rapport à telle convention, par rapport à telle règle, par rapport à telle chose, réduire les bilans? Ou vous nous dites parce que je pense que c'est ce qu'il y a d'intelligent à faire? Non, c'est plus une question de bon sens, dans le sens où elles ont mis le paquet quand il y avait des problèmes. Et du coup, comme elles rachetaient tout, du coup, ça a créé la confiance. Et du coup, ça a permis à ce que le marché craque pas, etc. Mais c'est insoutenable, en fait, de continuer dans ces niveaux. Donc, tout le monde l'a annoncé, la Fed, les banques centrales européennes et autres, BOE. Donc non, c'est vraiment plus de bon sens. C'est impossible de continuer à ce genre de rythme. Et donc, du coup, si elles doivent en sortir, donc il y a deux choses. C'est un, ne plus réinvestir autant, et deux, vendre, entre guillemets, un peu le stock. Et donc, du coup, il faut trouver d'autres investisseurs. Qui sont ces investisseurs? À part la problématique du Japon qui est très domestique, sinon la dette, on va dire, c'est au moins 50% étranger. Et du coup, ça va être une crédibilité entre les différents pays. Pourquoi je devrais prêter à la France versus l'Italie ou versus à l'Allemagne, etc. Donc voilà. Et après, moi, je dirais que c'est un peu je me permets un petit parallèle avec le climat. On sait tous qu'on ne va pas dans le bon sens. Voilà. N'empêche qu'il y a des décisions qui sont faites. À un moment, ça va peut-être péter, on ne sait pas. Mais tant que ça tient, on reste comme ça. Allez. Alors, Julien, c'est pour vous. Donc, vous allez réagir. À un moment, ça va peut-être péter, mais tant que ça tient, on reste comme ça. Alors, vous êtes un juriste, donc là, on a eu des explications de financiers techniques. Vous, comment vous voyez ça? Donc, déjà, bonsoir à tous. Allez-y, je vous laisse parler. C'est vrai que c'est un sujet intéressant parce qu'on voit bien quand même le changement de paradigme depuis une trentaine d'années. Rappelez-vous, dans les années 90, on craignait que la dette ne nous engage dans une voie insoutenable. En tant que juriste, vous avez dit, c'était les fameux critères du traité de Maastricht. Déficit budgétaire à 3% du PIB, un niveau de dette maximum à 60% du PIB pour pouvoir rentrer dans la monnaie unique. Il y avait déjà un consensus qui avait déjà été effrité en 2008 avec la crise financière, la recapitalisation des banques, le plan de sauvetage aux États-Unis qui avait fait exploser le niveau de la dette fédérale, mais on estimait que c'était une déviation temporaire et on était vite revenu vers une volonté d'orthodoxie budgétaire. Rappelez-vous, pour les Français, notre ex-premier ministre François Fillon qui disait qu'il était à la tête d'un État en faillite et qu'il fallait faire quelque chose. On voit bien que le temporaire est devenu quasi définitif et que le vrai bascule, c'est véritablement la pandémie et le Covid, qui a amené quand même une vision beaucoup plus tolérante de la dette. Alors ensuite, que faire désormais? Moi, je pense que la solution, elle va venir à la fois du politique, du technique et dans la douleur. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu trop consensuel. Je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui, qu'il va falloir apprendre à vivre avec la dette et avec encore plus de dettes. On a des inégalités à réduire. Marika l'a dit, il y a une urgence écologique aussi qui va peut-être nécessiter des investissements de la part des pouvoirs publics et encore plus de dettes. Effectivement, idéalement, la dette, il faudrait la réduire par des excédents budgétaires, par la croissance. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, le problème de la dette, ce n'est pas un problème contemporain aux années 2000.
Les seigneurs de guerre au Moyen-Âge empruntaient déjà pour la guerre et remboursaient en temps de paix. Donc il faudrait des excédents budgétaires par la croissance. Là, c'est râpé déjà, puisque pour 2023-2024, on sent qu'on va déjà être sur une croissance très bonne. Donc je pense qu'il y aura à la fois du politique, ça va être un vaste mouvement équilibriste, comme l'est souvent l'économie et la politique. Il va nous falloir du politique, du technique. Il va nous falloir aussi que ce soit fait avec des timings particulièrement propices et optimum. On aura peut-être besoin aussi parfois de vendre des politiques de réduction des dépenses publiques qui seront particulièrement impopulaires dans des sociétés qui sont avec des inégalités, qui demandent des inégalités à réduire, ou peut-être des citoyens, vous l'avez dit dans votre édito, qui ne comprennent pas forcément pourquoi aujourd'hui on devrait réduire un certain nombre de dépenses publiques alors qu'on a su trouver l'argent ces dernières années pour qui sauver les banques ou qui mettre l'économie en renouf lors du Covid. En tout cas, pour moi, je ne vois pas à aujourd'hui, même si je ne suis pas économiste, un grand risque. Il faut simplement conserver de la crédibilité. Le problème, ce n'est pas la dette, c'est ne plus pouvoir en faire à des conditions favorables. Et puis, comme le disait Keynes, quand vous avez 100 euros de dette, quand vous êtes débiteur de 100 euros envers votre banque, vous avez un problème. Mais quand vous êtes débiteur de 100 millions d'euros envers votre banque, c'est votre banque qui a un problème. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas too big to fail et on ne peut pas faire autrement et continuer dans cette voie et de manager et monitorer les dettes du mieux qu'on puisse faire? C'est la question, moi, que je me pose et sur laquelle je tendrai pour le futur. OK. Alors, on va passer la parole à David. David, vous pouvez conclure, si vous voulez, en une toute petite minute, pas beaucoup plus. Et ensuite, vous démarrez sur votre point marché. Et moi, il y a juste un point sur lequel vous pouvez peut-être axer votre conclusion. Régulièrement, vous avez des voix qui se lèvent en disant, de toute façon, les dettes, comme c'est nous et nous, il n'y a qu'à les annuler. Et puis, c'est retour à la case départ. Puis après, vous avez des voix un petit peu plus sérieuses qui disent, si on annule tous en même temps la même proportion, en vérité, ça ne fera pas bouger les équilibres économiques. C'est-à-dire qu'on permet à tous les pays du monde d'annuler 30% de leur dette ou 30% de leur dette rapportée au PIB, enfin une espèce de chiffre savant comme ça. Tout le monde fait ça en même temps et donc ça ne bouge pas, quoi. C'est-à-dire que voilà, un peu comme si dans une classe de récréation, tout le monde fait la bêtise en même temps au même truc et puis quand quelqu'un va dire qui a fait, ça sera ou personne ou tout le monde. En une minute, pas plus, David, et vous enchaînez sur votre point marché. Alors effectivement, cette dernière théorie est extrêmement tentante. C'est un scénario qui est extrêmement séduisant. Voilà, le grand soir, il faut que ça arrive pendant un week-end, comme ça les bourses seront toutes fermées. Et puis on découvre ça le lundi matin en arrivant au bureau. Mais effectivement, c'est un jeu relatif, vous l'avez dit. On l'a également précisé, la dette, c'est un jeu relatif. L'impact, la variable d'ajustement, ça reste la devise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous ces facteurs d'ajustement existent. Et c'est pour cela que j'ai tendance à dire à un moment donné, plutôt que de faire souffrir des populations à l'extrême et de risquer soit une entrave à la démocratie, soit de risquer un soulèvement social majeur, etc. Il y aura, à mon avis, et je l'espère, toujours une préférence pour une espèce de solution qui mettra en défaut finalement soit la Banque centrale. Souvenons-nous du défaut de la Grèce. Le défaut de la Grèce, il a été organisé. Donc d'abord, on a mis toutes les dettes dans la Banque centrale et après, la Grèce a fait défaut. Alors, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a quand même eu des investisseurs privés qui se sont fait nettoyer également au passage. Mais globalement, il y a des mécanismes qui existent pour organiser ça. Donc je pense que même si un jour ça devenait insupportable, on trouverait un moyen, et je fais confiance à toute la créativité et l'inventivité du monde financier pour trouver une solution à ce sujet. Allez, on écoute votre point marché. Très bien, écoutez, merci de me donner la parole. C'est un plaisir effectivement de vous retrouver pour une nouvelle chronique des marchés avec des marchés qui caracolent toujours, avec des progressions depuis le début de l'année qui sont de l'ordre de plus 8% pour les actions américaines, le S&P 500, plus 15% pour le Nasdaq déjà, et plus 12% pour les actions de la zone euro. Alors, à noter malgré tout, ces hausses ont l'air assez spectaculaires, mais
sachant qu'elles ont été réalisées en même pas 5 semaines, mais il faut noter que ces hausses ne font qu'annuler finalement la chute des marchés du mois de décembre. Si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que les indices sont à peu de choses près sur leur niveau du mois de novembre. Derrière ces hausses se cachent des investisseurs qui anticipent déjà la fin du resserrement monétaire des banques centrales. Et non seulement ils anticipent la fin du resserrement monétaire des banques centrales, mais ils anticipent en même temps une économie qui resterait suffisamment résiliente pour éviter la récession. Ce scénario porte un nom dans nos métiers. On appelle ça le scénario boucle d'or. Oui, souvenez-vous de votre enfance, on vous a déjà certainement raconté cette histoire où cette petite fille, aux boucles d'or, rentre dans la maison des 3 ours et finit par trouver sur la table un bol de soupe qui est juste à point, ni trop chaud, ni trop froid. En un mot, le bol de soupe idéal, comme le serait le scénario économique précédemment décrit, à savoir une économie sans récession et une inflation qui rentre dans le rang. Alors, je ne sais pas si vous croyez aux contes de fées, moi pas. La journée de vendredi en est une parfaite illustration. On a eu d'abord les chiffres de l'emploi aux États-Unis. 517 000 créations de postes contre 185 000 attendues. On a eu un taux de chômage qui est tombé à 3,4% contre 3,6% attendus. Ce taux de chômage de 3,4%, c'est le plus bas depuis 1969. À cela, on a eu l'enquête des directeurs d'achat du segment non manufacturier, donc des services. Il est ressorti à 55,2 contre 50,4 qui était attendu et 49,2 au mois de décembre. Ce sont d'excellentes nouvelles pour l'activité économique. Mais dans ce contexte, est-il raisonnable de voir l'inflation réintégrer le niveau des 2% prochainement? L'histoire nous apprend que lorsque l'inflation dépasse les 8%, ce qui a été le cas, elle se stabilise autour des 6% pour plusieurs années. En un mot, l'action des banques centrales n'est pas terminée. Il faudra que les taux, on a 2 solutions en fait, il faudra soit que les taux soient relevés à un niveau beaucoup plus élevé qu'actuellement anticipé, soit que les taux restent à un niveau élevé plus longtemps que prévu. Il est tout à fait probable que lorsque les investisseurs prendront conscience de cela, le marché recule sensiblement par rapport au niveau d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs probablement ce que nous dit la séance de ce jour. Et si tel est le cas, c'est une bonne nouvelle, car nous allons avoir une opportunité pour rentrer dans ce marché dont le rallye, soyons honnêtes, en a laissé plus d'un sur le bord de la route. Alors, je suis curieux de savoir, pour ouvrir le débat, si mon point de vue est partagé. Est-ce que nous sommes au début d'une, alors je ne vais pas parler de correction parce que ça fait peur, mais à minima d'une respiration de marché. Alors, je traduis dans mon jargon, la respiration de marché, c'est entre moins 5 et moins 10% par rapport au cours actuel. Donc, je voudrais savoir si mon point de vue est partagé par certains d'entre vous. Bernard, est-ce que vous voulez prendre la parole sur ce sujet? Alors, moi, je pense je pense qu'il faut que le marché corrige. Donc, il ne faut pas avoir peur des mots. Donc, on a eu une très forte hausse au mois de janvier qui faisait suite à une hausse au mois de décembre et qui faisait suite à une restabilisation du marché après une année où ça s'est mal passé. Et globalement, petit à petit, tout s'est remis de manière plus ou moins normale. Et ça paraît assez logique. Et c'est même ce qu'on disait, nous, ici, dans cette émission, quand il y a eu le déclenchement de la guerre. Donc, il fallait que tout le monde l'absorbe, c'est-à-dire les belligérants, les marchés, les choses. Et on voit petit à petit ce qu'on appelle la normalisation, c'est-à-dire le retour à la normale. La guerre, elle est là. La guerre, elle n'a jamais vraiment été mauvaise pour les affaires. Ça dépend des affaires de qui. C'est plutôt quelque chose de positif pour les affaires. Il y a cette fameuse courbe en économie du beurre ou des canons. Donc, de toute façon, on est en production haute. On va produire maintenant beaucoup plus de canons que de beurre, donc beaucoup plus de matériel militaire que de matériel civil. Donc, probablement des véhicules blindés et pas des frigidaires. Mais ça, c'est du b.a.-ba en économie. Et donc, on est allé un peu vite. Il faut maintenant qu'on respire. Il faut maintenant qu'on corrige. Donc, si c'était à moi de corriger, je corrigerais bien, doucement, avec une règle, en tirant des traits, en tirant des pots. Mais le marché n'est pas comme ça. Le marché ne sait pas faire comme ça. Le marché ne veut pas faire comme ça. Je pense même qu'une de nos raisons d'exister, c'est d'expliquer ça et d'être un intermédiaire entre des gens qui ne comprennent pas la brutalité et le marché qui est brutal. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le marché est brutal. Le marché est brutal. Le marché ne calcule pas,
le marché aime faire mal, aime se faire mal. Et souvent, quand on regarde les moyennes sont honorables, mais on ne les obtient que par des excès. Donc là, on a une correction, et donc elle a commencé, on va dire, aujourd'hui, on doit être à moins 50, moins 60, quelque chose de comme ça. Mais où on va accélérer, et boum, on va se retrouver avec une correction, alors 4, 7, 9, 8, alors c'est rien, j'ai aucune idée. Ou alors, non, pas du tout, le marché va dire, le temps de la correction, il n'est pas venu, on va se faire du -2, -3, et puis on va regagner nos 2, 3, et puis on repart en avant jusqu'à un truc. Mais de toute façon, un marché sans brutalité, c'est pas un marché, et sans brutalité, si le marché était efficient, il n'y a plus besoin d'intervenants, il y a juste besoin de gens qui calculent et qui disent quoi faire à quel prix. Allez, voilà, telle était mon opinion. On enchaîne sur Marika. Alors, moi, je pense que le marché va possiblement, a déjà commencé avec la correction, mais possiblement continuer, mais pas tant que ça. Je ne vois pas les 10%, possiblement 5%, mais pas nécessairement en dessous. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression, si on sépare en fait les États-Unis de l'Europe, qu'il y a vraiment un peu, aux États-Unis en tout cas, un changement de mots utilisés. Donc, par exemple, la Fed qui s'est retrouvée la semaine dernière, Jérôme Powell a dit 11 fois le mot désinflation. Clairement, ce n'est pas le même style de langage dans la BCE ou dans la Banque d'Angleterre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inflation continue à monter, mais en diminuant, et que, du coup, toutes les hausses de taux qui ont été faites ont été plus ou moins efficaces, et c'est possible qu'il y en ait encore, mais à des rythmes moins soutenus, moins importants, etc. Et en fait, pourquoi je dis que, alors, même si évidemment vendredi, la stat des non-farm payrolls, donc, qui est liée à l'emploi, a été extrêmement bonne, et plus il y a de personnes qui sont en emploi, plus l'inflation peut monter, puisque plus il y a de l'argent, etc. Mais n'empêche, j'ai vraiment l'impression que c'est rentré dans la tête que l'inflation à 2%, on n'y arrivera pas, et que du coup, de garder une inflation à 4-5%, pour le moment, ça va être OK. Donc, je ne suis pas aussi négative, et pour moi, c'est peut-être une petite correction, mais sans plus. D'accord. Allez, on passe à Bruno. Bruno, vous en pensez quoi? Alors, Bruno, il faut mettre enlever plutôt le son et remettre le son. Oui, Voilà. excusez-moi, on est très mauvais pour les prévisions sur les indices. Nous, on essaie déjà, et c'est déjà suffisamment compliqué de faire des prévisions sur les valeurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on néglige, à mon avis, un paramètre dans les marchés qu'on vit depuis 1 an et demi, même un peu plus que ça, qui est la dispersion. C'est-à-dire est-ce que la performance du CAC 40 de moins 9,50 l'année dernière donne une information à la personne à qui vous donnez ce chiffre? En fait, mon point de vue, c'est que ça ne lui donne aucune information. Pourquoi? Vous mélangez absolument des titres qui ont eu des comportements tellement différents. L'année dernière, Total Energy à plus 41, Thales à plus 63, vous avez Dassault Systèmes à moins 35, Kering à moins 31. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les indices aujourd'hui sont constitués de valeurs qui évoluent de manière tellement différente qu'en fait, nous on essaye plutôt d'essayer de comprendre s'il y a du potentiel dans certains titres plus que par rapport à certains autres. Et la réponse, on va quand même répondre à la question, la réponse c'est que oui, il y a du potentiel dans les indices aujourd'hui parce que en fait, on n'a pas de mal à remplir les portefeuilles. On gère des process flexibles, notamment chez Finaltis, qui nous permettent de ne pas être obligé d'investir. Et en fait, quand on n'a plus envie d'investir, quand on trouve plus de valeur à des prix qui nous plaisent, on n'investit plus. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation-là. En revanche, bien sûr, ce mois de janvier, qui est historique en termes de performance, comme l'était, David le rappelait, historique le mois de décembre, qui est normalement un mois très calme. En moyenne, au mois de décembre, on gagne 1,4% sur les 50 dernières années. Là, c'était un mois assez catastrophique. Et ce mois de janvier, comme nous, on l'accompagne, c'est pas en se désinvestissant maintenant, mais c'est en tournant énormément de papier. Donc, en sortant, en prenant des profits, notamment sur
sur l'axe digital, qui a bien remonté, mais en gardant les positions. Mais vous avez des titres qui ont pris des Nvidia. Alors, attends, ne vous cannibalisez pas, parce que ça, c'est ce que vous allez nous dire tout à l'heure quand vous allez parler de vos fonds et de votre stratégie. Voilà. Donc, je vais répondre à la question. Oui, il y a du potentiel, mais au moment où on se parle, on voit énormément de potentiel sur les biens de consommation. Voilà, Colgate, Procter, etc. On voit peut-être un peu moins de potentiel sur certaines valeurs. Hein. Je vais en prendre une qu'on adore chez Finaltis. Je vais vous arrêter, Bruno. Donc, si je reprends ce que vous dites, vous dites, bon, nous, notre stratégie, c'est pas trop une stratégie d'indice, et à la limite que les indices ne donnent pas une information assez fiable. On se rend compte qu'il y a des mouvements et on va plutôt aller abandonner là où on pense que ça va baisser et se repositionner sur des choses qu'on pense qu'ils vont monter. Exactement. Et on n'a pas de mal à remplir les portefeuilles. Donc, implicitement, on continue à être bull sur ces niveaux de marché. D'accord. OK. Alors là, c'est très intéressant parce que David, vous allez reprendre la parole. Assez régulièrement, vous nous dites qu'un des ADN de Sanso, et une des choses, c'est d'être contrariant. Donc là, Bruno, ce qu'il nous dit, c'est vraiment contrariant. Donc, il va vraiment dans un sens en disant, je m'en fiche que le marché monte, que le marché baisse. Moi, je regarde mes titres, je regarde mes valeurs et j'essaie de tourner. Et mes indices ne me donnent plus d'informations aussi intéressantes, aussi importantes que ça. Alors, vous vous retrouvez dans ce qu'il dit, vous avez une tâche complètement différente, et pour vous, ce positionnement de l'indice reste toujours un master ou plus vraiment? Alors, c'est un petit peu là, on a les deux sons de cloche qui sont normalement, effectivement, pas tout à fait concordants, parce que vous avez d'un côté le point de vue d'un stock picker, d'un sélectionneur de titres, donc Bruno, et de l'autre côté d'un allocataire d'actifs. Donc moi, je raisonne en regardant le niveau des différents indices. Et finalement, que ces indices soient bien ou mal constitués, bah, finalement, ils représentent malgré tout le marché tel. Voilà, c'est un résumé du marché, comme tous les résumés, bon ou mauvais selon les différents pays. Mais nous, on est obligé de tenir compte de ces niveaux d'indices. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir des sons de cloche qui sont un petit peu discordants. C'est vrai qu'effectivement, si vous regardez les sociétés, je pense qu'en ce moment, on peut trouver des sociétés très intéressantes et très attractives. Mais du point de vue donc, du marché au global, de l'indice, on va dire, du niveau des indices, moi je pense que cette hausse-là ne peut pas rester. Le scénario de marché tel qu'il est anticipé, c'est-à-dire une croissance économique qui va rester résiliente et des banques centrales qui ont terminé leur hausse des taux, ce scénario ne me semble pas tout à fait plausible au vu des chiffres économiques qui sortent. Donc, comme on voit une espèce de déconnexion entre les chiffres économiques d'un côté et les anticipations de marché de l'autre, voilà, moi je dis juste, j'incite à la prudence, mais encore une fois, c'est une prudence qu'il va falloir mettre à profit. Quand je parlais d'un rallye qui en avait laissé plus d'un sur le carreau, je tiens à préciser que ce n'est pas juste une question d'allocation d'actifs. Ce n'est pas que les gens étaient très défensifs et ils n'ont pas beaucoup investi, donc la hausse du marché, ils n'en ont pas profité. Quand vous regardez de quoi elle est composée, cette hausse des marchés, elle est véritablement composée. Les titres qui ont monté le plus fort, ce sont des titres que... Peut-être que Bruno me dira le contraire, mais en tous les cas, que moi, je n'ai pas envie de détenir. Vous avez eu un énorme rallye de ce qu'on appelle la tech, le secteur technologique non profitable. Hein, donc, c'est les boîtes qui ne gagnent pas d'argent, qui ont eu un rebond énorme. Et du côté value cyclique, vous avez vraiment les pires des titres, c'est-à-dire des titres sur lesquels vous n'avez pas envie de rester investi pendant 10 ans, quoi. Donc, quand je dis que le marché a mis à mal les investisseurs, c'est que qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Généralement, vous allez chercher des boîtes qui ne sont pas trop chères, mais qui ont quand même un peu de croissance, qui ont un bon management, etc. Ces boîtes-là, elles ont globalement sous-performé la hausse du marché global.
Et donc, quand je dis que c'est une correction qui sera bienvenue, parce que j'espère que le rallye, quand il repartira sur des bases plus saines, c'est-à-dire valorisera des entreprises qui sont un peu plus attractives au sens classique de l'investisseur et de l'investissement, et non pas des valeurs extrêmement spéculatives qui sont, encore une fois, tout à fait intéressantes pour faire un trade, mais quand on parle d'investissement sur le long terme, ce n'est pas du tout les boîtes que vous avez envie d'acheter. Très bien. Alors, on va passer à Marika maintenant. Alors, cette approche de l'indice par rapport à cette approche du stock picker, et on va essayer de le connecter à un de nos sujets d'il y a une quinzaine de jours ou d'il y a un petit peu plus longtemps sur les ETF. Donc, alors les ETF, c'est les indices. Bon, c'est aujourd'hui, de mémoire, je crois que vous m'avez dit qu'il y a plus de 30% des flux du marché qui sont sur les ETF, mais les ETF, on peut les saucissonner comme on veut et créer des micro-indices à l'intérieur des indices. Donc, une forme de dictature, une forme d'asservissement. Comment vous voyez les choses, vous? Donc, le stock picking, c'est trouver des opportunités dans un marché qui rebondit, baisse, etc. Et donc, plus le marché, entre guillemets, est volatile, donc petite hausse, petite baisse, etc., plus la connaissance de boîtes spécifiques va encourager justement ce type de gestion. Pourquoi ? Parce que il faut trouver le bon moment, etc. Alors que si on a l'approche plus globale justement d'indices, un indice, c'est un panier, et donc le panier, il y a de tout. Il y a du bon et il y a du moins bon. Et du coup, là, c'est vraiment plus macroéconomique, c'est beaucoup plus une vision globale qu'il faut avoir plutôt que je pense que cette entreprise, elle est bien et c'est le bon moment de l'acheter. Donc, deux approches complètement différentes. Très bien. Alors, on va essayer de conclure. Donc, la question première pour tout remettre en phase avec nos auditeurs, c'était les marchés ont beaucoup monté, ils vont maintenant baisser. Ce sera une correction, une respiration. Donc, il y avait une idée de dire un petit ajustement entre 0 et 5. Il y avait Marika qui nous disait ça peut s'ajuster, mais je ne vois pas un moins 10. Et puis, il y avait moi qui disais il n'y a pas de marché sans violence, et s'il n'y avait pas de violence, les marchés tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existeraient pas. On aurait des règles qui feraient des hausses et des baisses. Mais les marchés doivent exagérer, les marchés doivent se faire peur, doivent faire peur. Et à l'intérieur de ça, on a Bruno Bernstein de Finaltis qui amène un point de vue de stock picker qui dit il ne faut pas avoir peur de ces mouvements d'indices, il faut juste aller chercher les opportunités. Donc, effectivement, des choses ont beaucoup monté, je vais les vendre, je vais prendre mon profit et je vais aller chercher des choses, pas spécialement qui ont moins monté, mais des choses où je pense que le potentiel est intact ou que le potentiel est fort, voire même que le potentiel est plus fort qu'il n'a jamais été, parce que dans toute hausse, il y a quand même des valeurs qui baissent. Et donc, l'autre positionnement d'un allocataire d'actifs comme David, ça a été de dire je vais être prudent. Donc, prudent, ça veut dire je vais vendre et avoir du cash, ou en tout cas passer d'actifs volatiles à des actifs moins volatiles pour qu'une éventuelle baisse ne vienne pas trop perturber mes lignes. Donc, voilà un petit peu. Donc, je ne sais plus lequel d'entre vous l'a dit, mais on n'aime pas trop les prévisions. Vous avez raison de ne pas les aimer parce que de toute façon, on se trompe. Mais là, nous, on a de la chance, et comme on a des avis différents et qu'on a donné plusieurs avis, vous allez voir que dans 15 jours, il y en a au moins un qui ne se sera pas trompé. Mais je ne peux pas vous dire qui ce sera. Mais dans 15 jours, je vous promets que je vous dirai qui ne s'est pas trompé parce qu'on aura un petit peu d'évolution. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir intervenu dans ces deux débats. L'émission va maintenant se diriger vers des parties en propre, et on va recevoir Finaltis avec la voix de Bruno Bernstein qui nous a déjà donné quelques points de vue et quelques positions sur le débat. Et à vous tous, je vous dis à très bientôt. Bye bye et à bientôt. Bruno, c'est à vous maintenant, et c'est que à vous. Merci bien, merci. Alors, je vais vous présenter donc Finaltis, une société de gestion
vous assurez la gestion d'un fonds, enfin, de plusieurs fonds qui s'appellent le fonds Titan, qui est une manière de voir les choses, une vision. J'ai repéré 3 mots sur votre site internet qui m'ont beaucoup intéressé. Je vais les donner à nos auditeurs. Et si vous pouvez démarrer vos explications en partant de ces mots et en nous expliquant, parce que j'ai l'impression en plus qu'ils sont une partie de votre ADN, on aura une manière un peu différenciante de voir les choses. Donc, les mots, c'est conviction, curiosité et rigueur. Allez, pourquoi? Et expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ces mots et en quoi ils résonnent dans votre manière de faire. Alors, effectivement, conviction, c'est le travail d'un gérant, hein, d'une société de gestion indépendante. Et comme nous, on ne fait pas de la réplication d'indices. Il y a des gens que vous connaissez beaucoup plus gros et beaucoup plus efficaces qu'une société comme la nôtre pour répliquer mathématiquement des indices. Donc, il faut exprimer des convictions. Et ces convictions, elles sont assez simples. Il y a un certain nombre de principes auxquels on croit, notamment que bien entendu l'investissement c'est un certain risque, c'est pas un concours d'intelligence, ça se passe plus au niveau de l'estomac que du cerveau bien souvent, et il faut absolument je dirais absorber supporter cette volatilité. Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, a coutume de dire si vous n'êtes pas capable de supporter 40 ou 50% de baisse sur un investissement, vous serez condamné à avoir des rendements misérables toute votre vie. Et aujourd'hui, en fait, l'essentiel de l'investissement est construit autour de ce concept de volatilité. Qui, à notre avis, fait faire beaucoup de bêtises aux investisseurs. D'abord, qu'il les fait souscrire de plus en plus d'actifs non cotés. Pourquoi? Parce que une SCPI, du private equity, de l'immobilier coté, vous savez bien que la valorisation, elle est faite par des experts, elle est faite tous les 6 mois, et en fait, ça donne l'impression au porteur qu'il n'y a aucun risque. Des gérants d'actifs liquides comme nous, on se présente à vous nu comme un verre, hein, puisque chaque jour, Nestlé, Accenture, toutes ces valeurs-là ont un prix, et même quand ce prix paraît un peu farfelu à certains moments, ou dans des stress, dans des flux très très vendeurs comme l'année dernière, on communique quand même le prix. En fait, ce qui compte, c'est pas la volatilité à l'instant T, c'est est-ce que vous allez retrouver votre argent à l'horizon d'investissement conseillé par l'AMF. Et donc qui est, disons, sur des fonds avec une bonne composante d'action de 3 à 5 ans. Et pour ce faire, il faut aller, et ça c'est notre conviction centrale, on peut aller sur des cours de bourse qui sont cassés, on ne peut pas aller sur des sociétés qui sont cassées. Il y a une grande différence. Si on prend l'exemple d'Hermès, par exemple, moi j'ai eu des appels en juin de l'année dernière, hein, sur ce titre en l'occurrence, nous on travaille qu'en B2B, hein, avec des partenaires, donc des professionnels de l'investissement, qui me demandaient est-ce que Hermès est en train de faire faillite. Pourquoi? Parce que Hermès, en juin 2022, ça vaut 960 €. Et ce titre vient il était à plus de 1600 en décembre 2021. Donc en 6 mois, en gros, je vous la fais courte, Hermès divise par 2. Donc là, notre discours a été, le cours est cassé, ça c'est clair, hein, le cours de Hermès est très abîmé, la société va très bien. La famille Dumas ne s'inquiète pas, il y a toujours 3 ans d'attente sur un sac Hermès si vous allez en magasin, tout va bien. Le titre est revenu aujourd'hui et de 960 à 1737. C'est facile, hein, je vous le dis dans le rétroviseur, mais en fait, ça incarne bien notre approche. Donc, ce premier mot, conviction, c'est que si on n'a pas une conviction sur la qualité de l'entreprise, en fait, on n'y va pas. En fait, on accepte de se tromper sur le point d'entrée. Pour être franc, hein, Hermès, c'est pas le jour où il valait 960 qu'on en a acheté le plus, hein, on a commencé à en acheter un peu plus haut que ça, mais en tout cas, on a toujours eu la conviction qu'on ne s'était pas trompé sur l'entreprise. Alors, voilà. je vais juste vous interrompre une minute. Alors, déjà, ce que j'ai envie de dire,
j'ai envie de dire, je vais revenir un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, le marché est violent et si le marché n'était pas violent, il n'aurait pas de raison d'exister. Parce qu'en fin de compte, quand on vous écoute, on a envie de se dire, mais qui c'est ce fifre-là ou qui c'est ce farfelu qui a dit un jour ça valait 960 et quelques mois après ça valait 1700 alors que quelques mois avant ça valait 1600. Donc ce farfelu ou ce fifre-là, c'est le marché ou c'est un ensemble d'ordres qui arrivent. Donc bien entendu, ce n'est pas une personne qui amène ça. Et vous, ce que vous dites, c'est-à-dire vous dites c'est une réalité du moment à laquelle je suis obligé de me soumettre, mais ce n'est pas la réalité. Et mon métier, c'est ça. J'ai trouvé une réalité du moment qui n'était pas la réalité. Donc, je vais vers je m'engouffre avec ce titre parce que je sais qu'il va retrouver le chemin de la réalité. Exactement, quoi. Nous, on a un grand respect pour Mister Market, hein, qui a toujours raison, toujours tort, quoi. Soros disait que le marché n'était jamais efficient, les prix étaient toujours mauvais. C'est sans doute pour ça que ça l'a aidé à gagner un peu d'argent dans sa vie. Donc nous on dit pas que le marché a toujours tort. On dit qu'il a très très souvent raison, mais qu'en tout cas c'est pas la même gravité pour un géant de se tromper sur le timing et d'acheter du Hermès à 1200 € alors que ça va à 960 que de se tromper sur l'entreprise. C'est-à-dire acheter une entreprise qui va dans le mur. Ce dont parlait David Calfon, j'y suis très sensible. Les non-profitable digital companies, c'est des sociétés qu'on évite de toutes nos forces. Et d'ailleurs, dans les portefeuilles de Finaltis, dans les mandats ou dans les fonds, la condition première, c'est que les sociétés fassent du résultat positif. Okay, on ne sait pas valoriser des sociétés qui perdent de l'argent. Donc en fait, ce qui est très grave à notre avis, pour un géant, c'est de se tromper d'entreprise. Se tromper en termes de timing pour rentrer sur Hermès, c'est embêtant, mais vous voyez, à partir du moment où vous avez un titre qui est correct entre les mains, on pourrait parler de Procter, d'Accenture, etc. Alors là, j'ai l'impression. Moment, mais vous savez que sur la durée d'investissement conseillée, vous retrouverez vos sous. Et le message, dans le message, c'est éviter absolument des sociétés qui font des augmentations de capital. Alors, c'est toujours délicat de les citer, mais vous les imaginez, en France, on en trouve dans l'auto, on en trouve dans l'aérien, on en trouve dans le secteur bancaire. L'augmentation de capital, c'est l'expropriation de l'actionnaire. Hein. C'est-à-dire, vous partez d'un 120 mètres carrés avec terrasse dans les beaux quartiers à Paris, on vous pique votre terrasse, après on vous pique 60% on vous pique la moitié de la surface habitable, et puis vous vous retrouvez au final avec un studio dans une banlieue où vous n'avez surtout pas envie d'habiter. Pourquoi c'est important de ne pas se tromper sur l'entreprise, c'est qu'on sait il faut être sûr quand on investit sur une entreprise, même si on n'est pas sûr du timing, parce que la valorisation, c'est ni un art ni une science, il faut être sûr qu'on ne se trompe pas sur la qualité de la boîte. Dit autrement, il faut être sûr que Hermès n'aura pas besoin, pour payer des salaires de ses artisans, de ses vendeurs à la fin du mois, d'aller taper sur sa base d'actionnaires. En gros, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Désolé, hein, rien de personnel, mais on émet un tiers du capital. Et donc là, cet argent-là, vous ne le retrouvez jamais. Et il y a des sociétés dans la côte française, hein, il y a des sociétés même sur le CAC 40, qui ont fait un nombre d'augmentations de capital au cours de l'histoire incroyable. Et cet argent-là, si vous dézoomez un peu, hein, parce que le défaut, nous tous, hein, moi, vous, de tous les investisseurs, c'est d'être un peu trop sur le quarter précédent et le quarter suivant. Si on dézoome un peu, on se rend compte qu'il y a des sociétés sur lesquelles les actionnaires ne retrouveront jamais leur argent. Et ces sociétés, c'est ni L'Oréal, ni Accenture, ni Johnson & Johnson, ni Berkshire Hathaway. Voilà. Et si on avait eu cette conversation il y a 20 ans, je vous aurais déjà dit, mettre son épargne sur Air Liquide, c'est pas forcément une bêtise, quoi. Et je vous le redis aujourd'hui. Alors, parce qu'il n'y aura pas d'augmentation de capital. C'est une valeur qu'on aime bien ici, c'est une valeur dont on parle souvent. Vous en pensez quoi?
Bah là c'est un titre qui a beaucoup monté. Donc nous, on travaille beaucoup, on se refait pas. Moi, je viens de l'alternatif, donc je gérais des portefeuilles en compte propre chez HSBC. On travaillait comme une banque a jamais envie de prendre trop de risques directionnels. On travaillait beaucoup des portefeuilles en long short. Donc dit autrement, quand vous achetez du Air Liquide, vous vendez du Air Product. Quand vous achetez du Bayersdorf, vous vendez du L'Oréal pour avoir. Et là, à l'instant où on se parle, c'est clair que Air Liquide a non seulement très bien progressé. Nous on les garde, mais on a réduit la position parce que en relatif, notamment de sa petite cousine américaine, sa grande cousine américaine, Air Product, c'est exactement le même métier. Elle a fait un parcours assez impressionnant. Voilà, donc le premier point, c'est sur les convictions. Je vais résumer mon propos. Donc la première conviction, c'est que la volatilité ne mesure pas le véritable risque pour l'investisseur. Ça, c'est très important. Je pense que c'est notre message numéro 1. Le deuxième message, c'est que ce qui est sûr à court terme est risqué à long terme. Donc, parmi les intervenants, il y en a pas mal qui ont parlé de la dépréciation de la monnaie par les banques centrales. Le cash vous paraît sûr à court terme, il est très risqué à long terme. Les actions, les bonnes actions, celles dont on a parlé, vous paraissent risquées à court terme, elles sont sûres à long terme. La troisième conviction, c'est que les performances de l'entreprise et leurs cours boursiers sont faiblement corrélés à court terme. Exemple Hermès. Hermès allait très bien, pourtant le cours a quasiment divisé par 2. Mais les performances opérationnelles de l'entreprise et le cours de bourse sont fortement corrélés à court terme. Dit autrement, je mets au défi n'importe quel investisseur de montrer une société qui délivre du bénéfice par action régulier depuis 15, 20 ans, 25 ans avec un cours de bourse qui baisse. Ça n'arrive pas. À court terme, il peut y avoir des accidents, mais c'est des accidents boursiers, ce n'est pas des accidents opérationnels. Et le dernier principe, c'est que dans ce contexte, on peut se permettre en tant qu'investisseur d'acheter des cours de bourse qui sont abîmés, mais il ne faut jamais, même quand le cours est très bas, céder à l'envie d'acheter une entreprise abîmée. Aujourd'hui, on est sur une plateforme qui s'appelle Zoom. J'achèterai pas de Zoom. Voilà. Parce que l'entreprise est abîmée. L'entreprise est très abîmée. L'entreprise est très abîmée et l'environnement concurrentiel s'est incroyablement dégradé pour Zoom avec l'arrivée d'un petit concurrent qui s'appelle Microsoft, Teams, qui aujourd'hui, Teams est surtout utilisé, je dirais, en one to few, donc des meetings de 5-10 personnes. Donc, il n'y a pas encore le produit webinaire qui permet justement à Zoom nous, on utilise Zoom aussi pour nos webinaires, qui permet à Zoom d'offrir comme ça un produit où vous êtes une personne ou une équipe et vous parlez à 100, 110, 150 personnes. Mais ce produit, il arrive chez Teams et donc chez Microsoft, il sera intégré aux outils Microsoft. Donc, quand vous regardez le compte de résultats de Teams, oui, de Zoom, c'est relativement inquiétant. Et encore, celle-là fait encore des profits. Donc, voilà, nous, on dit que la première, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur le market timing, y compris sur les actions. Le premier travail, selon nous, chez Finatis, il y a autant de gérants que de styles, c'est de ne pas se tromper sur les entreprises. D'accord. Alors, je vais juste reprendre là, le temps de la conclusion arrive. Donc, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée chez vous. Vous nous dites, on peut acheter des cours abîmés, des sociétés avec des cours abîmés, mais pas des sociétés abîmées. Et à côté de ça, il y a quelques temps, on a reçu un spécialiste de la recovery qui lui disait, bon, il arrive un moment où ces sociétés abîmées, elles se restructurent, elles font ce qu'il faut, elles prennent les décisions qu'il faut. Et donc, on a un point, alors bien entendu, on n'arrive jamais à trouver ce point-là, mais où la société a eu son cours abîmé à juste titre parce que la société était en train de se faire mal, de prendre des mauvaises directions et de s'abîmer. Des gens compétents ont venu et ont remis les choses en place. Et donc, maintenant, on a toute une histoire de recovery qui peut se passer sur une période courte, une période moyenne, une période très, très longue, parce que cette société est en train de rentrer dans un renouveau. Est-ce que c'est des choses que vous regardez vous aussi, ou vous allez attendre qu'elle retrouve les profits, qu'elle reprouve qu'elle est capable
avant de rentrer et vous vous éloignez de tout ce pan de recovery qui peut être un peu dangereux. Voilà, nous, on va pas. En fait, c'est pour ça qu'il y a des spécialistes sur les marchés, parce qu'il faut absolument travailler dans son cercle de compétences. Donc, si vous demandez à un gérant qui, dans tous ses modèles de valorisation, ne travaille que sur des valeurs qui sont rentables, qui ont du profit, si vous lui demandez de faire de la recovery, il va se planter. Et si vous demandez à un gérant spécialisé dans les histoires de recovery de commencer à avoir un avis sur la valo de L'Oréal, de Accenture ou Johnson & Johnson, il se plantera aussi. Donc, nous, on n'énonce pas une vérité chez Finatis. On dit juste que il y a une classe d'actifs qui nous plaît beaucoup, qui est très connue aux États-Unis, qui est très peu connue en Europe, qui s'appelle Investment Grade Equity. Donc, on n'a pas perdu la tête chez Finatis. On sait bien que l'Investment Grade, c'est pour les obligations et ça n'a rien à voir avec les equity. Sauf que notre thèse centrale, c'est de dire les actions qui ont un très bon crédit, donc qui émettent sur les marchés obligataires en investment grade, et dont vous ne pouvez pas acheter des obligations, parce qu'acheter une obligation Microsoft ou Nestlé, c'est un peu stupide entre nous. Je veux dire, c'est des gens qui vous versent des coupons absolument misérables. Et ces actions-là, il faut faire l'effort, puisque vous pouvez pas ces entreprises-là, puisque vous ne pouvez pas vous y exposer par les marchés obligataires, faut vous y exposer par les marchés actions. Voilà, ça c'est notre style. Donc on dit, c'est la punchline qu'on utilise beaucoup en rendez-vous, on préfère être l'associé de Bernard Arnault que le banquier de Bernard Arnault. Vous voyez ? Et ben c'est sur ces bons mots qu'on va s'arrêter parce qu'on arrive à la fin des choses. Donc, soyons tous les associés de Bernard Arnault et non pas ses banquiers. Bon, ben, écoutez, voilà. C'est très intéressant. On refera une émission, vous viendrez et on parlera peut-être plutôt que de votre style des valeurs. Et là, on verra, on s'amusera un peu à faire un peu des paris et de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut trouver une valeur qui va monter, qui va gagner. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour ce partage de savoir. Merci d'être venu à notre rencontre. Et à très bientôt. Merci Bernard, à bientôt. C'est maintenant au tour de Pierre-Olivier Desplanches. Alors, voilà, bravo pour votre... Bonjour Bernard. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci, et vous? Alors, parfait. Alors, il y a 15 jours, on vous a vu, on a fait une large spectre sur le private equity. On a vu un petit peu votre société, sa jeunesse, son pourquoi, un petit peu les origines d'où vous veniez. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur un de vos produits qui est le fonds de fonds, et si j'ai bien compris ce qu'on a dit, qui est aussi peut-être votre produit le plus adapté au grand public, avec le plus large spectre, et aussi le produit sur lequel vous ferez le plus de collecte, en tout cas vous espérez faire le plus de collecte, puisqu'il est adapté au plus de monde. Donc, je vais vous donner la parole. Redéfinissez-nous ce que c'est un fonds de private equity et ensuite, on verra avec des questions très techniques pour voir comment on y va, qui peut y aller. Tout à fait, merci Bernard. L'idée de ce produit, c'est de sélectionner en fait 4 gérants parmi les gérants les plus performants du marché. Donc, on applique des critères qui sont les mêmes que ceux qu'on aurait pour un fonds unique, mais là pour un panier en fait de fonds. Et donc, on a choisi une stratégie qui est la stratégie LBO sur une géographie européenne. L'idée, c'est de permettre donc à un investisseur qui souhaite prendre ce risque et avec ce profil de rendement sur la stratégie LBO et sur la géographie européenne. Donc, on a 4 gérants. Alors, je vais vous interrompre, excusez-moi. Donc, d'abord, la stratégie LBO, dans votre fonds de fonds, il n'y a que ça, que de la stratégie LBO. Tout à fait, ce sont que des fonds de LBO et qui sont des LBO primaires avec un scope géographique européen. Alors, un LBO primaire, ça veut dire que c'est une société qui n'a pas encore fait de LBO et c'est la première fois qu'on fait un LBO. Ou ça peut être une société qui n'a pas fait de LBO depuis longtemps. Non, là, quand on dit primaire, c'est parce que le fonds, en fait, va investir dans une société qui peut être un LBO, donc elle peut la racheter à un autre fonds d'investissement. Mais disons que vous allez être dans les parts du fonds qui va investir dans cette société, par opposition à des fonds de LBO secondaires qui vont racheter des parts à des investisseurs institutionnels, donc qui ont, eux, mis l'argent dans le fonds qui a été levé et qui a été déployé et qui souhaitent, pour des raisons diverses et variées, souvent de rotation des actifs, revendre leur portefeuille de fonds, de parts de fonds, à d'autres acteurs. Alors, on va essayer d'expliquer à nos auditeurs. Donc, vous êtes dans un fonds de LBO primaire, donc ça veut dire que vous allez participer au LBO.
Le LBO, donc c'est un rachat de l'entreprise avec de la dette, c'est ça? Oui, c'est un rachat avec effet de levier. L'idée la Hein. plus simple, c'est comme quand on achète un appartement où on va voir en fait son banquier pour essayer de trouver un montant significatif de dette et souvent le banquier vous demande de mettre une partie en capital. Donc là, c'est exactement la même chose. Le fonds va mettre une partie en capital qui provient donc de l'argent de ses souscripteurs, qui aujourd'hui sont principalement des investisseurs institutionnels et qui demain seront aussi des investisseurs personnes physiques grâce à des plateformes comme la nôtre. Et on va lever de la dette auprès de banquiers ou de fonds de dette qui vont apporter l'ensemble de l'argent qui va être nécessaire pour payer le prix. Et donc, on se concentre sur des sociétés qui sont matures, qui génèrent du cash flow, parce que, évidemment, la dette va devoir être remboursée en partie pendant la période d'investissement du fonds. Alors, qu'on comprenne bien, comme vous représentez un fonds de fonds, donc c'est par exemple Carlyle qui va détecter une société, qui va dire, tiens, ça c'est une bonne société. Cette société, elle va être, ils vont la racheter pour, par exemple, 30 millions. Les banquiers vont financer 20 millions et Carlyle va mettre 10 millions avec l'argent de ses clients. Comme vous prenez son fonds pour être un fonds de fonds, ça va être un peu l'argent que vous levez auprès de vos clients. Tout à fait. Et ça fait sur trois autres gérants. Donc, ça peut être Carlyle, PAI, EQT, CVC, si ce sont les gérants qui ont été constitués dans le véhicule. Et donc, D'accord. Et à partir de ce moment-là, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que vous allez suivre ces positions? Comment est-ce que vous allez rendre compte de ces positions aux investisseurs? Et qu'est-ce qui va déterminer si un investisseur va gagner ce qui était prévu, gagner moins que prévu ou voire perdre de l'argent? en fait, l'engagement de l'investisseur dans notre véhicule, Archinvest, qu'on va constituer, ce véhicule va être investi sur ces 4 fonds sous-jacents. Et donc, en fait, chaque semestre, l'investisseur aura accès à un reporting, à une valorisation semestrielle qui sera le miroir, en fait, des investissements que le fonds a fait dans les 4 fonds sous-jacents. Donc, les fonds sous-jacents vont émettre une valorisation par part. Et du coup, nous, on va miroiriser cette valorisation pour montrer à l'investisseur que la part qu'il a achetée dans notre véhicule, qui est assise sur 4 qui est assise sur 4 fonds sous-jacents, a une valeur de X à un instant donné. D'accord. Alors, une fois que vous avez, une fois que vous avez sélectionné vos 4 fonds, vous avez aussi déjà sélectionné quelle partie de l'argent vous allez mettre chez eux. Vous avez dit que ce serait 25%, c'est chacun des 4, ou ça peut être 20 chez l'un, 28 chez l'autre, et ainsi de suite. Alors, et est-ce que c'est déjà décidé, ou est-ce que vous allez décider ça au fur et à mesure des entrées qui viennent sur votre fonds de fonds? alors, l'idée, c'est qu'on a essayé de prendre des fonds qui vont annoncer ce qu'on appelle leur closing final, c'est-à-dire qu'ils vont dire à un moment, stop, on arrête de lever de l'argent, le fonds est finalisé. Donc, on a levé l'argent qu'on souhaitait lever. Et le jour où le fonds en question dit ça, en fait, tout l'argent que vous levez, vous ne pouvez plus l'investir dans ce fonds parce qu'il est fermé. Donc, c'est pour ça qu'on a pris des fonds qui ont annoncé une date de fermeture de leur fonds à peu près autour de l'été, ce qui va permettre de respecter à peu près les 25% par fonds. Si vous prenez par exemple 2 fonds qui vont se terminer en mars et 2 fonds qui vont se terminer à Noël, vous aurez forcément un déséquilibre important sur l'ensemble du portefeuille, sauf à vous arrêter proche de mars. Là, l'idée, c'est vraiment, en ayant une date à peu près similaire pour l'ensemble des fonds en tant que date finale, d'avoir une répartition à peu près équilibrée sur chaque fonds. Maintenant, ce ne sera jamais exactement 25% parce que, évidemment, s'il y a encore de l'attraction pendant un mois ou un mois et demi, on continuera à lever s'il y a encore 3 fonds qui lèvent à cette période-là pour augmenter la taille du fonds. D'accord. Mais en tout cas, l'idée de votre côté, c'est de respecter cette pondération. Après, suivant les flux, vous allez gérer comme vous pouvez, mais l'idée, c'est vraiment d'être équipondéré. Oui, l'idée, c'est d'avoir cette approche où on va dire vous êtes équilibré sur 4 véhicules. Et du coup, c'est pour ça qu'on considère que c'est une diversification extrêmement intéressante. Chacun des fonds va être investi dans à peu près 15 à 20 sociétés. Ça veut dire entre 60 et 80 sociétés par véhicule. Donc, très diversifié par sous-jacent et très diversifié par gérant, vu qu'on n'aura pas un gérant qui représentera 50% ou plus de l'exposition. D'accord. Alors, une autre question. On
on dit que le LBO, enfin, c'est ce qu'on entend sur la place, vous allez déjà nous le confirmer ou nous l'infirmer, est la technique de private equity la plus sûre. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors, la classe d'actifs, effectivement, qui offre, j'ai envie de dire, le meilleur rendement-risque, couple rendement-risque. Alors, évidemment, c'est beaucoup moins risqué que du venture capital, donc c'est-à-dire une stratégie où vous investissez dans des sociétés beaucoup plus jeunes, beaucoup plus fragiles. Pourquoi le LBO est relativement sûr et perçu comme ça? C'est parce que vous investissez dans des sociétés solides, comme j'ai dit, matures, qui génèrent du cash flow. Donc, ce sont des sociétés profitables depuis longtemps qui peuvent supporter un remboursement de la dette. Pourquoi est-ce que le LBO, et alors, pas tous, hein, mais certains gérants vous donnent un profil de risque rendement extrêmement attractif? Notre travail, justement, c'est de détecter ces gérants-là qui ont en fait exercé ce métier depuis plusieurs générations, qui ont du recul par rapport au cycle économique. Et quand on voit aujourd'hui le cycle dans lequel on rentre, il est quand même pas évident pour beaucoup. Ces gérants-là sont là depuis 20 ou 30 ans. Donc, typiquement, les hausses de taux d'intérêt, ils ont déjà vécu ça, ce qui n'est pas le cas d'un gérant qui est là depuis 10 ans. Ça peut faire beaucoup, 10 ans, mais finalement, il n'a jamais connu de hausse de taux d'intérêt. Tous les gérants qu'on a sélectionnés sont là depuis plus de 20 ans et donc ont cette expérience de la gestion des cycles économiques, donc vont pouvoir prendre des décisions en toute sérénité. Et donc, ces gérants, sur très longue période, ils ont délivré en moyenne 20% de rendement net à leurs investisseurs. Et c'est une moyenne sur 20 ou 30 ans, ce qui vous dit que certains millésimes ont été meilleurs et d'autres un peu moins bons parce qu'il y a des crises. Et donc, ça vous dit à quel point c'est extrêmement solide parce que l'écart type entre les deux, les fonds les meilleurs et les fonds les moins bons est relativement ramassé. Alors, j'ai d'abord une question sur le montant minimum et après, on va voir comment ça se passe exactement. Donc, le montant minimum, vous m'avez dit, c'était 100 000 euros. Tout à fait. Alors, est-ce que ça, c'est définitivement inscrit dans le marbre et est-ce que c'est le marbre de la loi, de l'AMF, ou alors que c'est une règle que vous êtes appliquée à vous-même? C'est une règle de l'AMF parce qu'on s'adresse à des investisseurs professionnels ou assimilés. Donc, l'investisseur qui va investir 100 000 euros et qui ne peut pas être requalifié professionnel va rentrer dans la case assimilé professionnel et l'AMF va vous demander d'investir un minimum de 100 000 euros pour pouvoir être considéré comme assimilé professionnel. Mais ce qu'on peut noter, Bernard, c'est que c'est un engagement. La façon dont ça se passe, et vous l'avez déjà un peu brossé, c'est que le fonds va déployer l'argent au fur et à mesure des cibles qu'il va identifier. Donc, c'est pas, en fait, les gens qui s'engagent dans un fonds ne vont pas être appelés immédiatement sur l'ensemble de leur engagement parce que l'argent va être déployé au fur et à mesure et en moyenne, le fonds investit sur 4 à 5 ans. Donc, du coup, nous, on va essayer de miroiriser au mieux le profil d'investissement du fonds sous-jacent, sachant qu'on s'adresse quand même à une population d'investisseurs particuliers avec des conseillers en gestion de patrimoine. Et donc, on va quand même réduire le nombre d'appels de tranche parce que sur certains investisseurs institutionnels et certains fonds, vous pouvez être appelé plusieurs fois par an. Nous, on a décidé d'appeler une fois par an pendant 4 ans. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui s'engage sur 100 000 euros sur notre multifonds va devoir à peu près verser 25 000 euros par an pendant chacune des 4 premières années. Donc, ça veut dire que si vous avez de la visibilité sur vos revenus et vos ressources, vous pouvez considérer que si vous avez 25 000 euros qui seront disponibles chaque année, vous pouvez vous engager sur 100 000 euros, même si la somme aujourd'hui n'est pas disponible. D'accord. Et donc, parce que ça, vous pensez investir sur 4-5 ans et vous allez essayer de le formaliser et de faire des appels. Mais ce n'est pas garanti. C'est-à-dire que si une année, vous êtes débordé parce qu'il y a beaucoup d'affaires par les fonds, vous pourrez dire bah, cette année, on n'appelle pas 25 000 pour quelqu'un qui aurait mis 100 000, mais on appelle 42 000 ou 37 000. C'est possible ou vous avez pris des garde-fous pour pouvoir complètement encadrer ça et le certifier à vos souscripteurs? Disons que sur le papier, ça pourrait être possible, mais dans la vraie vie, on a une visibilité relativement forte parce que les fonds, pour beaucoup, utilisent des lignes de revolver. Et donc, du coup, en fait, typiquement, si on prend un des fonds de notre fonds de fonds qui s'appelle PAI, ils ont mis en place une ligne de revolver. Leur premier deal a été financé sur cette ligne. C'était un deal d'octobre 2022. Ils vont appeler l'argent auprès de leurs investisseurs en octobre 2023, soit 1 an après. Donc, en fait, ce qui va plutôt probablement se passer, c'est que les premières années, on aura des appels qui seront peut-être un peu plus faibles parce qu'on ne va pas évidemment appeler 25% si les fonds sous-jacents nous appellent 5% parce qu'ils utilisent la ligne. Et après, il y a un rattrapage les 2 années suivantes. Donc, c'est très peu probable que les premières années, on soit en excédent des 25 000. C'est plutôt l'inverse qui peut se passer. Mais si vous provisionnez chaque année 25 000, normalement, il n'y aura aucun sujet.
Est-ce qu'il est possible qu'on ait des remboursements alors qu'on est encore en train d'être appelé? C'est-à-dire que, par exemple, la 4e année, il y a un LBO qui se termine et donc toute personne ayant mis 100 000, on va toujours prendre cette base-là, va récupérer 18 400 et qu'en même temps, vous appeliez la dernière tranche de 23 800. Ça peut se télescoper ou il y a une vraie période où on ne fait qu'appeler et après une vraie période où on ne fait que distribuer? Non, en fait, les fonds sont complètement opportunistes. S'ils ont investi dans une société et qu'ils se rendent compte que, en fait, au bout de 2 ans et demi, ils ont atteint un niveau de croissance ou en tous les cas une création de valeur qui est exceptionnelle et qu'elle ne va pas forcément être aussi forte à l'avenir, ils peuvent considérer que c'est opportun de vendre. Et donc, du coup, effectivement, vous pouvez être amené à rendre l'argent à vos investisseurs alors que la période d'investissement du fonds n'est pas terminée. Ce qui peut se passer aussi, c'est que si le délai est vraiment court, le fonds peut décider de recycler l'argent, c'est-à-dire qu'il va réutiliser cet argent sans le rendre pour le réinvestir, ce qui permet d'investir plus que le montant qu'on pensait au départ investir. Et ça, c'est encadré par une fenêtre qui est plutôt raisonnable entre 12 et 18 mois en général. Mais si vous avez des investissements qui sortent au bout de 2 ans et demi, 3 ans, vous allez les rendre l'argent à vos investisseurs. Et effectivement, l'investisseur peut quand même être appelé 1 an après sur les derniers deals du fonds. D'accord. Alors, après, j'ai encore quelques petites questions pratiques et on va devoir arrêter, autrement on va être coupé à l'antenne. Donc, première question, une fois qu'on s'est engagé dans le marbre, ou on peut dire non, ben, finalement, je préfère arrêter. Là, j'ai mis 2 fois 25 000, j'arrête et tout. Non, c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis du véhicule dans lequel vous investissez parce que ce véhicule prend le même engagement vis-à-vis du fonds sous-jacent. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on donne accès à nos fonds à des investisseurs particuliers, donc qui vont être nombreux sur notre plateforme et qui vont être investis dans les fonds qu'on propose. Donc, ça veut dire qu'un investisseur, effectivement, qui veut investir en private equity, c'est un investisseur qui cherche à se constituer une épargne très solide sur le long terme avec des taux de rendement très élevés. Évidemment, dans la vie d'un investisseur, il peut y avoir des impondérables. Et du coup, l'idée qu'on développe, c'est de permettre à l'investisseur d'investir en toute sérénité. C'est-à-dire que si jamais, au cours de la période d'investissement, il souhaite sortir parce qu'il a besoin de liquidité, on organisera en fait la mise en relation d'une contrepartie, donc c'est-à-dire un autre investisseur qui est investi dans le même fonds que lui et qui est très intéressé à se renforcer sur ce fonds. Donc, on va organiser, si vous voulez, la mise en relation d'un acheteur avec le vendeur pour permettre à cet investisseur de vendre et de liquider sa position avant l'échéance du terme. Et à côté de ça, on a même des acteurs qui sont nés du secondaire, donc dont c'est le métier de racheter des parts à des investisseurs déjà investis et qui nous ont dit les fonds que vous sélectionnez sont des grands fonds de private equity internationaux, on les connaît, on les aime. Si vous avez des opportunités qui qualifie de secondaire, on sera ravis de pouvoir y participer parce que c'est notre nature. Donc là, on est vraiment très serein là-dessus. Alors, je pense que quand on achète comme ça, il y a toujours une décote. Il y a une décote un peu officielle ou la décote, elle se fait au jour le jour? C'est un prix de marché. Ça va vraiment dépendre de la performance du fonds. Si vous vous trouvez sur un fonds qui marche extrêmement bien et que vous avez des gens qui se disent mince, si j'avais su, j'en aurais mis plus, vous n'avez pas forcément de décote. Après, vous pouvez effectivement avoir des gens qui cherchent à obtenir le meilleur prix. Des décotes à ce moment-là sur un fonds qui performe, ça va être autour de 10-15%. D'accord. Donc, on va dire que globalement, la décote, ça va être entre 0 et 20%, c'est ça? Je l'encadre bien avec ces chiffres? Maximum. D'accord. Alors, j'ai une autre question qui arrive très, très souvent quand on fait des projections. Et si le souscripteur meurt? En fait, si le souscripteur meurt, ce sont ses ayants droit qui récupèrent les parts. Et du coup, là encore, s'ils souhaitent liquider, on leur permettra de sortir en leur trouvant la contrepartie en face. D'accord. Mais l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs. Il y a un nombre très important d'investisseurs sur les fonds en question. Donc, on est sûr de trouver une contrepartie. D'accord. Mais donc, il y a toujours besoin de procéder au versement produit, que ce soit soi-même, que ce soit quelqu'un qui rachète, mais en tout cas, il y a un engagement qui est pris aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment parce que c'est une création de valeur sur le long terme. Et donc, du coup, effectivement, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis du fonds. Donc, si on est en défaut, on est très pénalisé. Et donc, c'est pour ça que c'est la même chose pour un investisseur particulier. D'accord. Écoutez, c'est très intéressant, Pierre-Olivier, mais on va devoir arrêter parce que là, on a merci Bernard pour votre temps. Voilà. Alors, à très bientôt. Et puis, on refera un point d'ici quelques mois pour voir où vous en êtes des souscriptions. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour tout. À très bientôt. Bonsoir. Bye bye tout le monde.
La French Radio. Portugal.